Donc on accueille de nouveau Antoine de Lombardon, toujours avocat en droit de l'environnement. Ça n'a pas changé entre midi et deux. Et donc voilà, je lui laisse la parole et puis il y aura un petit temps pour les questions juste après. Rebonjour. Alors, je vais vous parler d'une réflexion qu'on a menée avec la FOP aussi sur les outils qui existent pour en fait sanctuariser le foncier. Et avec l'idée, comment est-ce qu'on fait pour que une terre affectée, soit pas affectée, soit affectée à l'agriculture, le reste. C'est-à-dire, soit pas à la faveur d'un changement politique, affecté à un projet immobilier, ou faire en sorte de sanctuariser et donc de figer la destination agricole d'une terre. Donc on a regardé qu'est-ce qui existe, quels sont les outils qu'on pouvait utiliser. Et donc on peut les classer finalement en deux catégories. Il y a les outils de droit public et les outils de droit privé. Les outils de droit public, c'est-à-dire les outils que peuvent mettre en œuvre les autorités publiques. Et là, dans ces outils-là, il y a deux grandes catégories. Il y a des outils qui ont été dédiés à ça, dédiés à la protection des terres agricoles. Et puis, il y a des outils qu'on pourrait détourner pour protéger les terres agricoles. Donc, il y a des outils dédiés, puis des outils dérivés d'une certaine façon. Donc, dans les outils dédiés, si vous voulez, il y en a deux principaux. Il y a les zones agricoles protégées. Donc, il est possible sur un territoire que les autorités publiques délimitent une zone agricole protégée. Alors, ce zonage, il est fait par le préfet de département, à l'issue d'une procédure dont je vous passe en fait le détail, mais qui permet finalement en réalité de reconnaître l'intérêt général à ce que l'endroit soit affecté à l'agriculture. Alors ces ZAP, les zones agricoles protégées, ça s'est développé un petit peu. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien en quoi ça consiste. C'est-à-dire que c'est quoi la protection. Parce que le texte, il nous dit simplement, vous pouvez créer des zones agricoles protégées, et si vous décidez de changer l'affectation de ce sol à autre chose qu'à l'agriculture, alors il faut que vous demandiez à la Chambre d'agriculture un avis, ou il faut que vous demandiez... faut que vous suiviez une procédure un peu plus alourdie que dans le changement d'affectation classique. Donc ça crée comme ça des garde-fous de procédure, mais ça ne nous dit pas quelle est la consistance de la protection qui est donnée à la zone agricole protégée. Donc en fait, ce qu'on peut déduire théoriquement, c'est que si le préfet a créé une zone agricole protégée, il y aurait une erreur manifeste d'appréciation à ce que le PLU zone l'endroit en zone urbaine. Donc ça ne pourra pas devenir une zone urbaine. On peut estimer que c'est une erreur d'appréciation. Pour autant, on ne sait pas tellement si la construction est impossible, par exemple en zone agricole protégée, notamment des bâtiments agricoles. Normalement, les bâtiments agricoles, on peut les construire même en zone A. Est-ce que le fait d'avoir une zone agricole protégée, ça empêcherait la construction d'un bâtiment agricole? Et quel type de bâtiment agricole? Par exemple, une usine de méthanisation, c'est aujourd'hui considéré comme un bâtiment agricole. Est-ce qu'on va construire une zone de méthanisation dans une ZAP? Donc, en fait, on ne sait pas très bien quel est le degré de protection que ça apporte. Ça dépend un peu de la façon dont l'arrêté est écrit et aussi les motifs pour lesquels on protège l'intérêt général lié à ce zonage. Donc, c'est un petit peu du cas par cas. Et ça explique que ça a eu un succès assez mitigé, en fait. Il n'y en a pas énormément des ZAP. Ça crée une servitude d'utilité publique, voilà ce qu'on sait. Ça veut dire que c'est annexé au PLU, ce zonage, et que quand vous vendez ce terrain qui est couvert par une ZAP, vous devez informer votre acquéreur de l'existence de cette servitude et annexer à votre acte de vente cette servitude. Servitude dont la consistance, vous avez compris, va varier d'une situation à l'autre. Ça, c'est donc le premier outil dédié. Le deuxième, qui est beaucoup plus intéressant, c'est le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le PEAN. Alors, c'est un long terme pour désigner en fait un espace qui est délimité pour son intérêt soit naturel, soit agricole, et au sein duquel on va pouvoir créer un programme d'intervention foncier. Concrètement,
Ça veut dire que le département qui a la main là, sur ces PEAN ou PAEN, enfin, ça dépend des endroits, il va pouvoir en fait exproprier des terrains et pour pouvoir les conserver dans leur affectation naturelle ou agricole, où il va pouvoir avoir un droit de préemption en cas de vente d'un terrain qui est dans ce périmètre, avoir un droit de préemption pour le garder et continuer à l'affecter à une activité naturelle ou agricole. Alors là, on sait beaucoup plus quelle est la consistance de cette protection, parce qu'on sait que ça crée en fait des outils de politique foncière. Et puis on sait aussi qu'on interdit explicitement d'intégrer dans les PEAN des zones urbaines. Donc de toute façon, dans ces zones, une fois que vous avez créé le PEAN, il n'y aura plus jamais la possibilité pour la municipalité ou, voilà, ou pour l'autorité qui est en charge du PLU de créer une zone U ou UE ou UA, enfin à urbaniser quoi, dans ces territoires. Ce sera pour le coup sanctuarisé en agricole ou en naturel. Et à un niveau supérieur, si vous voulez, dans la hiérarchie des normes par rapport au PLU. Et donc là, vous sortez grâce au PEAN, vous sortez finalement de l'arbitrage politique et d'un risque de changement de majorité, parce que il faut que, pour revenir sur un PEAN, il faut que le département revienne sur la délimitation. Et a priori, s'il a écrit et il a inscrit un PEAN, c'est qu'il a une politique foncière particulière à mettre en œuvre dans ce territoire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des centaines d'hectares pour créer ça. On peut créer ça sur des mètres carrés. Enfin, il faut quand même un espace un peu délimité, mais pas forcément énorme. Il peut y avoir 2-3 hectares, notamment une sorte, par exemple, une ceinture maraîchère autour de certains villages ou autour de certaines villes pourrait être constituer les PEAN, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir des unités foncières. Ça peut être en léopard, quoi, d'une certaine façon. Et là, on crée comme ça un outil qui permet d'exproprier ou éventuellement de préempter et donc ensuite de conserver l'affectation agricole ou naturelle. Donc ça, c'est 2 outils dédiés. Ouais. Là, le préfet va intervenir, mais c'est une délibération du conseil départemental. Voilà, c'est le président du conseil départemental qui va être à la manœuvre. Ça, c'est les outils dédiés vraiment objectifs. On sanctuarise le foncier agricole. À côté, il y a finalement 2 outils qu'on pourrait dériver pour protéger les terres agricoles. Le premier, c'est le plan communal de sauvegarde. Alors ça, c'est un truc assez intéressant. En fait, c'est l'idée que finalement, le risque alimentaire, ça peut devenir un risque majeur et qu'il peut y avoir intérêt pour les communes à garantir leur souveraineté alimentaire et donc à pouvoir finalement faire face ou anticiper une crise d'approvisionnement alimentaire qui justifierait qu'elles aient à proximité des terres qui permettraient l'alimentation de leurs habitants. Et donc, il y a un mouvement encore un peu expérimental qui consiste à intégrer parmi les risques majeurs le risque alimentaire. Et donc, le plan communal de sauvegarde, il sert à anticiper le séisme, l'inondation, un risque naturel majeur. Donc, et on ajouterait le risque alimentaire qui permettrait, en fait, dans ces cas-là, aux maires de réquisitionner des terres pour l'affecter à l'alimentation de ses habitants. Donc, ça c'est détourné, si vous voulez, l'objectif de ces plans communaux de sauvegarde, parce que normalement, ça ne vise que les risques majeurs, et c'est le détourner en qualifiant, si vous voulez, le risque de pénurie alimentaire de risque majeur. Mais ça a un certain écho avec le Covid et tout. On peut se dire que, voilà, pourquoi pas. Ouais. Ouais. Eh ben, une fois que c'est inscrit, en fait, on va pouvoir réquisitionner des terres et donc les affecter à l'alimentation locale en cas de mise en œuvre du risque, ouais. Mais enfin, en fait, comme s'il y a une pénurie alimentaire, il faut avoir anticipé la production, et puis la production, elle se fait pas en 2 semaines. Donc forcément, une fois qu'on l'inscrit, ça s'inscrit dans un temps long, et on va pas admettre qu'on affecte à la construction d'un immeuble, ou en fait le terrain va dans ce cas-là être figé
pour pouvoir être mis en œuvre ou exploité le moment venu, quoi. Franchement, c'est une initiative. Alors, il s'appelle Linou, Frédéric Lanoux, bon. Monsieur Stéphane, voilà, c'est lui qui porte ce sujet. Et il essaye donc de mobiliser les élus. C'est encore un peu expérimental, c'est un peu aussi tiré par les cheveux. Mais finalement, pourquoi pas? Pardon? Stéphane Linou? Voilà, Stéphane Linou. Et donc le deuxième outil dérivé, c'est l'arrêté de biotope. C'est-à-dire, c'est un arrêté par lequel le préfet va considérer qu'un espace est un habitat naturel ou un lieu de biodiversité suffisamment remarquable pour qu'il soit protégé contre ces atteintes par une réglementation pénalement sanctionnée. Et donc, créer un arrêté de biotope, ça va empêcher, si vous voulez, qu'on porte atteinte au biotope justement qui est protégé. Donc, ça empêche les travaux sur le terrain, ça empêche la désaffectation du terrain à ce pourquoi il a été protégé. Et donc, c'est une manière, par une réglementation environnementale, de maintenir une affectation particulière du terrain. Donc ça, c'est les outils de droit public. À côté, il y a des outils de droit privé, c'est-à-dire des outils qu'on peut mettre en œuvre quand on est propriétaire ou qu'on a des droits sur un terrain. Et finalement, il y en a deux, mais je crois que dans le temps imparti, je vais vous en parler que d'un. C'est l'obligation réelle environnementale. C'est-à-dire, il est possible pour un propriétaire qui détient ses terres en pleine propriété de se mettre une charge et de décider que le terrain va être, par exemple, affecté à l'agriculture biologique. Et dire, en gros, ou alors des activités agricoles en lien avec l'agroécologie. Et ça, il va l'inscrire dans une obligation réelle environnementale qui, en fait, est inscrite d'une certaine façon dans la terre, dans le titre de propriété, et cela, quel que soit le propriétaire. C'est-à-dire que ce propriétaire qui a fait inscrire cette obligation réelle, quand il vend son terrain, il le vend avec l'obligation. Et donc l'acquéreur va acheter un terrain grévé de cette obligation de maintenir l'activité biologique ou agro-environnementale. Et en fait, ça, c'est un outil qui est utilisé pour faire de la compensation. Donc vous imaginez un pollueur qui a besoin de compenser sa pollution. Il va aller voir un propriétaire en lui disant « Est-ce que tu veux bien gréver ta terre d'une obligation positive comme ça de protection de l'environnement ?» qui va compenser, moi, la défaveur que j'ai commis à l'environnement, qui va compenser le prélèvement sur l'environnement que j'ai fait. Donc le propriétaire accepte, d'une certaine façon, il monnaie cette obligation réelle environnementale avec le pollueur. Et il y a un tiers qui est chargé de vérifier que le propriétaire, enfin, ou en tout cas l'obligation réelle environnementale est assurée. Donc ce tiers, ça peut être une personne publique, une association qui a un but d'intérêt général, une commune, par exemple, peut avoir ce rôle. Donc il y a cette relation triangulaire qui va suivre la vie de la terre, quel que soit son propriétaire. Et c'est intéressant parce que là, en tant que propriétaire, on va figer à un temps une orientation, une activité agricole particulière, par exemple, et on est sûr que les propriétaires successifs ou ses héritiers vont continuer à devoir suivre cette orientation-là. Et on est donc à l'abri un peu de changements d'opinion ou d'intention. Et en fait, c'est un peu la même chose avec le dernier outil qui s'appelle la fiducie. La fiducie, c'est le trust anglais, et ça consiste à confier à quelqu'un la gestion d'un bien, mais à le confier comme s'il était le propriétaire. C'est une sorte de propriétaire Canada Dry, c'est-à-dire que vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'extérieur, des tiers, il n'est pas propriétaire. Il est propriétaire, mais en fait, en réalité, ce n'est pas un vrai propriétaire. Simplement, on lui confie un mandat de gestion, d'une certaine façon, du terrain, et dans ce mandat, il peut y avoir le soin d'orienter le terrain pour une activité agricole particulière ou pour le maintien de l'activité agricole. Et ça, c'est aussi un outil de droit privé qui pourrait permettre de sanctuariser des terres au-delà de la personne des propriétaires. Parce que dans la fiducie, si vous vendez votre terrain, eh ben vous vendez le contrat de fiducie aussi avec. C'est-à-dire que vous pouvez faire des cessions de terrain dans le dos de tous les tiers, puisqu'en fait, pour les tiers, le propriétaire, c'est la personne qui a le contrat de fiducie. Voilà. Plein d'outils.
Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai deux questions. Pour l'obligation réelle environnementale, c'est ça? Qui est le tiers qui contrôle, qui garantit que c'est figé à jamais? Et deuxième question, je fais partie d'une association qui s'appelle Terre de Liens, dont un de nos buts est d'acquérir du foncier par de l'épargne solidaire pour le mettre à l'abri et installer des agriculteurs. Donc, on rentrerait dans quel type de droit? Ah ben, alors, très bonne question. Enfin, bon, alors le tiers, ça peut être une commune, ça peut être un organisme public. Donc le tiers qui va vérifier que l'obligation réelle environnementale est respectée, c'est soit une personne publique, soit une personne privée qui a un but d'intérêt général. C'est souvent une commune ou alors un établissement public qui intervient sur le territoire ou alors une association de protection de l'environnement. Ça peut être... voilà, en fait, c'est le propriétaire qui choisit qui est son contrôleur, d'une certaine façon. Et alors après, Terre de Liens, bien sûr, en fait, ils font un travail hyper intéressant d'achat des terres agricoles pour remettre à disposition, avec des baux ruraux environnementaux, les terres agricoles. Le truc, c'est que le bail rural environnemental, c'est tout à fait compatible avec l'obligation réelle environnementale. La différence, c'est que le bail rural environnemental, ben, il peut s'arrêter. Alors, bon, c'est vrai que ce n'est pas le contrat qu'on peut arrêter le plus facilement, mais ce n'est pas un droit qui s'inscrit dans le titre de propriété. C'est-à-dire c'est le propriétaire qui passe un contrat avec un exploitant, et dans ce contrat de bail, il y a des clauses environnementales. Mais si on change d'exploitant, l'exploitant s'en va et rend son bail, donne son congé, il faut repasser un autre bail avec un nouvel exploitant, et là, on n'a pas la garantie qu'il y ait des clauses environnementales. Si vous voulez, alors que si le terrain est grévé d'une obligation réelle environnementale, s'il y a l'obligation réelle environnementale, dans ces cas-là, le propriétaire, il peut que passer un bail rural environnemental avec un exploitant. Vous voyez? Et si on change d'exploitant, comme il y a l'obligation réelle environnementale qui va suivre toujours le terrain, eh ben, le nouvel exploitant, il ne pourra pas négocier autre chose qu'un bail rural environnemental aussi. Donc c'est une façon de s'assurer, si vous voulez, que de toute façon, les clauses environnementales seront dans les contrats de mise à disposition. Si Terre de Liens est une association dont le but c'est de bloquer, de protéger les terres, si on mettait une obligation réelle environnementale sur nos propres terres, qui garantit? Nous-mêmes, voilà, on le garantit. Enfin, il faut que ce soit... Alors déjà, l'obligation réelle environnementale doit être protégée par un tiers. Donc effectivement, Terre de Liens, elle peut créer une obligation réelle environnementale sur ses propres terres, mais elle ne va pas être le tiers qui va la contrôler, bien sûr. Donc dans ce cas-là, il faudra qu'elle demande à la commune ou à une autre personne publique d'aller contrôler l'obligation réelle environnementale. Mais rien n'empêche, si vous voulez, que voilà, on ait une obligation réelle environnementale plus le bail rural environnemental. Je pense que, en fait, dans le cas de Terre de Liens, ces précautions sont effectivement un peu excessive, parce que l'objet même de Terre de Liens, enfin, sa raison d'être, c'est de maintenir les terres agricoles. Donc, c'est pas la peine, elle va pas vendre des terres. Donc, tant qu'elle ne vend pas les terres, en fait, il n'y a pas de risque que le nouveau propriétaire change l'affectation. Mais bon, si elle voulait se protéger encore plus dans un cas de cession, ben, elle pourrait créer des obligations réelles environnementales. Ça ne la freinerait pas, si vous voulez, dans sa mission de passation des baux ruraux. Une autre question? Merci. Moi, j'ai deux questions. Une qui est juste, du coup, c'est quoi le coût de faire cet acte d'obligation réelle environnementale? Est-ce que ça a un coût? Parce que je pense à toutes les associations de protection des bois, enfin contre les coupes franches, etc., qui achètent des parcelles. Si on voulait être sûr de ne pas céder à la pression de l'agroforesterie, on pourrait aussi se dire, bah, on met chacun sur notre parcelle cette obligation-là, mais quel coût ça a? Quelle est la procédure? Enfin, voilà, c'est ma première question. Eh ben, alors,
formellement, ça demande un acte notarié. Donc vous allez payer le notaire. Enfin, les droits, c'est un acte qui est, enfin, l'obligation réelle, elle est publiée, donc il y a des frais de publicité foncière, mais globalement, ça coûte, je sais pas, entre 100 et 300 euros à constituer. Après, c'est plutôt un crédit. C'est-à-dire qu'en fait, on la crée, si on l'utilise comme outil de compensation, on la crée pour vendre en fait cette obligation à celui qui en aurait besoin. Donc vous allez plutôt gagner, enfin, vous allez gagner, si vous voulez, on peut gagner de l'argent ou du crédit de la part d'un pollueur. Donc après, voilà, c'est à arbitrer si vous voulez, mais vous pouvez monnayer d'une certaine façon l'obligation réelle environnementale que vous créez. Vous créez une charge, mais cette charge, elle correspond à la compensation de quelqu'un qui, lui, a fait un prélèvement sur l'environnement. Et donc, il peut vous dédommager, si vous voulez, de la charge que vous avez créée à cause de lui. Donc, finalement, quand on crée une obligation réelle environnementale, on peut avoir l'idée, en réalité, de générer un revenu lié à cette charge que l'on se crée. Ok, ça c'était la première question. Et la deuxième question, c'est que tous les outils de droit public essentiellement, évidemment, donc ça dépend du département, de la commune, etc. Moi j'ai en tête la question des jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers, et donc de ces grands opérateurs publics qui ne sont pas du côté de la création de PEAN et de zones agricoles protégées. Est-ce qu'il y a dans la jurisprudence, à part celle qui est peut-être en train de se dessiner là, des outils à faire valoir en tant que exploitant non professionnel de ces parcelles pour les protéger, à part balancer des tritons et des crapauds calamites pour espérer les voir prospérer? En fait, donc dans les cas que vous signalez, il y a des expropriations qui sont le fruit de la balance entre des intérêts publics divergents d'une certaine façon. Est-ce que les Jeux Olympiques ou est-ce que voilà, les constructions ou l'intérêt des constructions contrebalance la richesse culturelle des endroits où... Donc ça, c'est un arbitrage. Et finalement, ce qu'il faut faire valoir, c'est effectivement le caractère assez exceptionnel de certains endroits cultivés en ville, le caractère unique en fait et c'est pour ça que parfois l'arrêté de biotope peut être un endroit intéressant. Moi, je ne sais pas si vous connaissez la ferme du Bonheur. C'est voilà, un endroit où il y a en réalité une biodiversité assez intéressante, assez emblématique d'ailleurs de ce qui existe. Ça on pourrait voilà, on pourrait motiver le préfet pour créer un arrêté de biotope à cet endroit-là, ce qui éviterait que la ferme du Bonheur s'en aille, ce que je crois qui est déjà signé. Donc, moi, je ne peux pas vous dire, en fait, s'il y a une jurisprudence souveraine, il n'y a pas de jurisprudence souveraine, ce qui empêcheront voilà, les Jeux Olympiques de s'étendre sur les jardins d'Aubervilliers. Mais par contre, il faut faire remonter les intérêts publics que ces jardins apportent, et parmi lesquels il y a... Oui, alors j'ai peut-être pas été assez précise. Nous, on avait en tête le fait de valoriser l'impact de ces jardins-là dans la lutte contre les îlots de chaleur et le réchauffement sur la zone qui est extrêmement minérale. Est-ce qu'il y aurait des outils qui permettraient de valoriser ça, de le quantifier, de le faire valoir, etc. Parce qu'effectivement, on sait s'inscrire dans une trame verte, on sait analyser le biotope, etc. Mais valoriser l'intérêt de ces surfaces végétale dans l'écosystème global, c'est plus compliqué à démontrer? C'est un peu ce que disait le monsieur la dernière intervention, c'est un problème de preuve. C'est que finalement, il va falloir démontrer quelle est l'externalité positive à apporter, même si elle paraît évidente, il va falloir la quantifier, quoi. Et ça, le juge, il se tournera vers l'expert, quoi, là-dessus. Il considérera qu'il n'a aucune connaissance et il se laissera convaincre par des données scientifiques. Donc, ce qu'il faut, c'est apporter de la connaissance. Et donc, de la même manière que finalement, il faut s'intéresser à ce que c'est qu'un sol de plus en plus, parce qu'on a des obligations. Il faut s'intéresser à ce qu'il y a dedans, parce que c'est la façon par laquelle on va réussir à le protéger. J'aurais une question sur la fiducie. Pour avoir bien compris le mécanisme, il s'agit de confier la gestion du bien à quelqu'un d'autre.
et il pourra en faire ce qu'il veut. Mais donc ça va dépendre vraiment de cette personne, c'est-à-dire que ce sera une fiducie environnementale que s'il s'agit d'une association de protection de l'environnement qui aura la gestion du lieu, c'est ça? Oui, alors en fait, tu passes un contrat avec quelqu'un qui va gérer comme un mandataire, en fait. Simplement, il a tous les pouvoirs du propriétaire, celui qui a le contrat de fiducie. Donc il va pouvoir faire tous les actes, sauf évidemment la vente. Hein. Il ne va pas vendre votre terrain, mais il va le gérer dans le sens où vous lui avez demandé de le faire. Et vous, si vous vendez ce terrain, vous le vendez avec le contrat de fiducie. Et donc, en fait, en faisant ce contrat-là, vous pouvez figer des orientations de gestion du terrain pour de très nombreuses années. Et c'est à ça que ça sert, et c'est utilisé pour la dépollution des sols, notamment. On crée des contrats de fiducie pour dépolluer les sols en demandant à un organisme de se charger de la dépollution des sols et d'apparaître aux yeux des tiers comme le propriétaire en responsable de la gestion de cette dépollution. Également vis-à-vis de l'administration, s'il y a un arrêté de mise en demeure, c'est à l'égard du fiduciaire et pas à l'égard du réel propriétaire ou exploitant. D'accord. Et est-ce que l'ORE et la fiducie peuvent coexister sur un même foncier, ou est-ce que c'est des outils qui... est-ce que ça a En un fait, intérêt, là, finalement pour le coup, elles auraient un peu... Enfin, c'est deux dispositifs qui ont le même but, quoi. Donc, c'est orienter l'affectation d'un sol dans un sens. Donc, ce serait pas utile de cumuler les deux.